Allez. On est en live, je crois. Ok. Ouais, je crois qu'il y a 3 participants. Ouais, ça va tourner. Bon, on va commencer alors. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire dédié au développement des réseaux sociaux en cette période de crise sanitaire et plus particulièrement pendant le confinement. Avant tout ça, je vais me présenter. Moi, je suis Thomas, j'ai 23 ans. Je suis en Master 1 donc, à l'école de commerce de Dijon, donc BSB. Je suis le Master Grande École de l'école. Là, je suis actuellement en césure, donc une année de césure depuis janvier, où j'exerce un stage au Printemps Haussmann à Paris en tant que manager des ventes. Je travaille également pour le service communication de l'école pour la production vidéo et du contenu vidéo. Voilà, donc après cette petite présentation, on va parler sur le sujet du live. Donc ce webinaire portera sur les réseaux sociaux, la communication également, sur les nouveaux usages, sur l'émergence de nouvelles tendances, les bons coups de com', comme les bad buzz qui a pu être créé durant cette période de confinement et durant voilà, ces derniers mois. Et également comment la communication a pu être gérée durant ce confinement des derniers mois justement. On verra à la suite de ça quel sera l'impact de cette nouvelle méthode de communication, ces nouveaux outils sur la communication future, sur social media post-Covid. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir et de pouvoir échanger aujourd'hui avec Olivier Dubran, qui est à la tête des réseaux sociaux de TF1 Publicité, The Head of Social Media, donc de TF1 Publicité, et également Dijonnais d'origine. Bonjour Olivier, comment tu vas? Bonjour Thomas, ça va très bien. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir prendre un petit peu de temps pour échanger avec vous sur ce sujet fascinant des réseaux sociaux et merci de m'inviter. Ok. Et tu l'as dit en intro, Thomas, je suis un Dijonnais d'origine, donc ça fait encore plus plaisir de pouvoir échanger avec vous et la BSB. Bon, top alors. Est-ce que tu peux te présenter pour que voilà, on sache qui tu es, d'où tu viens, quel parcours tu as eu, pour que tout le monde sache qui tu es? Bien sûr. Alors, de façon très simple, donc, je suis né à Dijon et je suis un passionné de la vidéo depuis tout petit et donc j'ai eu la chance de pouvoir finalement avoir des jobs qui ont tourné autour de cette thématique vidéo et finalement raconter des histoires avec des agences ou avec des annonceurs. Et après, pour faire assez simple, j'ai rejoint le groupe Minute Buzz qui fait donc partie du groupe TF1, une start-up spécialisée dans l'univers des réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire l'interface entre TF1 et Minibuzz, finalement deux mondes, deux grands écarts entre cette start-up et ce groupe international. Et là, voilà, ça fait quasiment 2 ans que je m'occupe de la monétisation des réseaux sociaux du groupe TF1. Donc c'est l'objectif tout simplement de réussir à pouvoir capitaliser et vendre toutes ces communautés. Par exemple, c'est 5 millions de followers sur Twitter, c'est plus de 4 millions de personnes sur Facebook ou 1 million sur Instagram. Et c'est finalement tous ces Français et Françaises qui consultent les réseaux sociaux de TF1 et on va associer des marques, comme par exemple en ce moment on a une campagne avec Ibis et The Voice qui vient de se terminer. Ibis qui voulait se positionner sur l'univers musical, The Voice qui reste quand même une des émissions très fortes dans l'univers musical en France. Et on a fait une opération qu'on appelle le branded content. Voilà, c'est un petit peu mon quotidien et c'est assez incroyable. Les réseaux sociaux évoluent très rapidement. Et là, c'est l'objectif de ce live, de pouvoir vous partager un petit peu une photographie à un instant T de ce qui s'est passé pendant le confinement, de ce qui se passe à l'heure actuelle et de ce qui pourrait se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Ok, merci à toi pour cette présentation. On va maintenant passer à un échange de questions-réponses. Pour les personnes qui nous regardent actuellement, vous pouvez poser toutes vos questions
Vous pouvez poser toutes vos questions directement en live grâce à Chatbox. Vous pouvez interagir avec nous, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et en live également. Est-ce que tu es prêt, Olivier? On est prêt, je pense, on y va tous. C'est parti. Top. Alors, comme je disais en introduction, cette période de confinement, cette crise sanitaire, cet arrêt plus ou moins partiel de l'activité professionnelle a complètement chamboulé nos habitudes. Est-ce que, justement, Olivier, tu pourrais nous parler des usages qui ont émergé sur les réseaux sociaux pendant le confinement et si tu avais quelques statistiques, des chiffres à nous donner concernant justement les réseaux sociaux pendant ce confinement-là? Oui, alors en fait, tu l'as bien résumé en introduction et là, vous pouvez voir cette petite créa qu'on a préparée pour l'occasion, où on s'est amusé finalement à mettre en perspective si les réseaux sociaux étaient un peu des outils et des produits un petit peu barrières par rapport à la période qu'on vit, parce qu'in fine, c'est un peu le cas dans le sens où ils sont imposés dans notre quotidien. Là, l'objectif de cette participation et de ce live, c'est de vous partager un petit peu les usages pendant le confinement et de rentrer de façon très concrète sur ce qui s'est passé. Et le point le plus important sur la partie chiffres, c'est que tout est encore plus rapide qu'avant. Les réseaux sociaux, on fait toujours le parallèle entre le fait de regarder un programme à la télé ou de regarder un film au cinéma pendant une heure et demie, de prendre le temps de le regarder sur un écran large, un écran grand. Son téléphone, c'est totalement différent. Sur son téléphone, on déroule plus de 90 mètres de contenu par jour. Donc on est dans un tunnel incroyable de contenu, très rapide. Vous passez d'une story sur Instagram à un contenu dans le site, vous recevez un SMS ou une notification sur WhatsApp, vous switchez sur Snapchat, vous avez une notification TikTok. Ça va très très vite. Et dans le contexte du confinement, ce qu'on a vu, c'est que ça allait encore plus vite parce que les gens ont assez logiquement encore plus consommé les réseaux sociaux parce qu'ils étaient souvent enfermés chez eux, qu'ils avaient plus de temps de transport, parfois ils étaient en chômage partiel ou chômage complet. Et donc, on a vu une stat qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu une augmentation de 70% du trafic Internet mondial. C'est assez incroyable et il n'y avait pas de précédent pour le coup. La bonne nouvelle, c'est que le réseau a tenu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Netflix, YouTube, Disney+, ils avaient commencé à prendre des décisions sur le fait de réduire la qualité de ce qui était diffusé, notamment par rapport à la 4K et de la passer en HD normal. Pour que le réseau tienne, le réseau a tenu pendant le confinement, mais en tout cas 70%, c'est assez incroyable. Une autre stat partagée par le groupe Facebook, donc, qui est propriétaire de Messenger et de WhatsApp également, ils ont dit carrément que c'était multiplié par 2 dans les pays européens en période de confinement. Ça reste quand même aussi vraiment symptomatique du fait que les gens ont énormément utilisé ce type de schéma. Un autre point aussi, c'est que ça c'est aussi intéressant pour nous, c'est qu'il y a 76 participants qui déclarent quand même qu'ils ont passé plus de temps à utiliser leur téléphone et leur smartphone pendant le confinement, avec ce petit emoji de pilule qui montre qu'il y a quand même une vraie forme d'addiction qui existait forcément déjà avant, mais qui s'est encore plus développée dans la période qu'on vient de traverser. Et puis un chiffre assez fou, c'est 2 milliards de personnes qui peuvent être touchées par Facebook en tant que monétisation, c'est-à-dire que Facebook peut proposer à la vente de toucher jusqu'à 2 milliards de personnes dans le monde. Et ça, ils ont énormément été renforcés en termes d'audience pendant toute cette période. Et puis, le groupe Facebook s'est énormément engagé. Alors, il y a plein d'autres groupes qui l'ont fait aussi, Twitter énormément, TikTok et Snapchat. Mais là, on a fait un focus sur Facebook pour montrer que tout ce qui touchait aux stories, vous avez dû voir passer les stickers Stay Home. L'OMS qui a développé son propre bot sur WhatsApp avec la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses vérifiées. Et sur Facebook, l'application en tant que telle, souvent mise à mal sur des problématiques justement de fake news. Là, ils ont mis en place des fonctionnalités de fact-check pour faire que quand vous voyez un contenu, il a été vérifié et du coup, vous êtes sûr de ne pas partager une fake news. Donc ça, c'était un petit peu les 3 fonctionnalités qui ont été développées par Facebook et qui ont été développées très rapidement. Et puis un chiffre, moi, que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a quand même 55% des Français qui craignent que la crise sanitaire nous plonge dans une société de surveillance généralisée. On l'a vu avec le développement de l'application Stop Covid, qui a été aussi développée dans énormément de pays. Il y a une crainte quand même par rapport aux libertés et par rapport au fait que ces données qu'on partage déjà énormément volontairement le sont encore plus et qu'on se retrouve dans une société de surveillance.
Twitter, ça c'est la bonne nouvelle pour eux. Ils ont leur audience qui a été augmentée de 47 millions d'utilisateurs. Donc c'est une énorme augmentation pour eux et ça leur a vraiment fait du bien. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont notamment intéressées à ce qui se passait. Et je vous invite à pouvoir découvrir cette source sur Twitter Marketing confiné, mais connecté, pardon, que tweetent les Français. Eh bien, globalement, ils ont fait émerger 7 grandes tendances. La première, c'est de partager des informations. La deuxième, c'est d'exprimer sa gratitude. La notion d'entraide était importante aussi. Le fait de pouvoir passer du temps ensemble, que ça soit physiquement ou virtuellement, partager tes découvertes, créer et inspirer. Et ça, on va en parler après sur l'aspect influenceur. Et puis à la fin, sourire et se divertir parce que une période excessivement anxiogène avec beaucoup d'informations, mais aussi la possibilité de découvrir des choses un petit peu plus légères et ça fait pas de mal des fois. Voilà pour Twitter. Et puis un petit clin d'œil aussi à TikTok, qui était une application qui marchait déjà très fort avant le confinement. Et là, elle a vraiment accéléré dans le monde. En mars 2020, c'était plus de 115 millions d'installations. Et ça monte et ça accélère très rapidement. Et notamment avec le fait de mettre à disposition de façon très simple un maximum de fonctionnalités pour créer des vidéos très facilement. Voilà, ça c'était TikTok. Et ça, c'est un autre exemple. C'est trois autres sources qu'on vous invite à pouvoir découvrir. La très bonne revue hebdo de We Are Social, qui regroupe beaucoup d'initiatives, la fameuse étude de Twitter dont je vous parlais, et YouTube et les Français pendant le confinement. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Olivier. C'est vrai que les réseaux sociaux ont permis de garder du lien quand même avec nos proches, avec notre famille, même si, en plus, on était confinés, donc on était un peu éloignés d'eux. Ça nous a permis, voilà, de garder ce lien-là. C'est vrai que ça a permis justement de se divertir également. Et comme tu l'as annoncé, TikTok était une nouvelle qui a beaucoup eu de téléchargements pendant le confinement. Ça a permis d'avoir du contenu assez léger. C'est vrai que c'était intéressant et c'est vrai que c'était assez divertissant sur le moment. Là, en l'occurrence, je vais revenir sur l'émergence de nouvelles tendances, et comme par exemple TikTok, comme on vient de le parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'émergence de nouvelles modes, de nouveaux challenges qui sont apparus durant le confinement? Oui, donc effectivement, comme tu l'as dit, TikTok en figure de proue sur ce volet-là. On a eu aussi d'autres éléments qui sont venus interagir avec notamment du Snapchat ou de l'Insta en termes de réseaux sociaux. Et donc là, ce qui est intéressant, vous voyez le petit emoji avec le chef cuistot qui a l'air assez content de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que la food et le fait finalement de cuisiner, ça a été énormément valorisé. Il n'y a pas eu que ça, mais les créateurs, vraiment, que ce soit des influenceurs, que ce soit des micro-influenceurs, que ce soit vous et moi, finalement, ils sont adaptés au fait d'être enfermés chez soi pour faire preuve d'énormément de créativité. Et donc, il y a eu des fonctionnalités avec notamment des stars, donc plutôt dans l'univers musical, qui ont offert des lives depuis chez eux. Il y avait U2 avec Bono, on a eu Mathieu Chédid aussi avec John Legend, et plusieurs exemples ici, qui ont tout simplement ouvert les portes de chez eux et qui se sont livrés totalement en live et sans filet, sans autotune, pour partager avec leur communauté des messages positifs ou tout simplement le fait de pouvoir partager leur passion commune, la musique. Il y a eu énormément de tutoriels. Vous avez dû en voir passer des tonnes et des tonnes avec comment faire du sport tout seul, comment faire du sport avec des enfants, comment faire des cours de cuisine, se couper les cheveux tout seul, avec ou plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, il y a eu énormément ce qu'on appelle les Corona tutos qui ont tourné et qui ont été des opportunités de prise de parole pour les marques, et on va aussi en parler. Donc énormément de contenu. On ne pouvait pas parler du confinement sans parler du Pilot Challenge, qui reste pas le challenge le plus intellectuel, mais qui reste un challenge qui forcément consistait à s'habiller avec un oreiller, et plus de 16 000 publications quand ça a démarré directement. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le Federer Challenge, il y en a énormément, le Gesture Challenge aussi. Mais en tout cas, voilà un petit aperçu de ce qui a pu être réalisé sur la partie tout simplement lié au challenge pendant le confinement. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a eu des challenges assez marrants comme le Pilot Challenge qui était assez sympa à réaliser, et puis ça permettait de s'occuper pendant le confinement. Mais il n'y avait pas que ça, puisque finalement il y avait aussi des leaders d'opinion qui se sont engagés sur les réseaux. En tout cas, ils se sont positionnés, ils ont affirmé leur voix sur, enfin, je veux dire,
ils ont ils ont beaucoup parlé sur les réseaux, ils ont utilisé cet outil pour pouvoir dévoiler ce qu'ils ressentaient sur le moment présent. Comment justement pour toi ils ont utilisé cet outil, ce réseau, les réseaux sociaux pour justement parler de ça, parler de ce contexte? C'est vrai que l'engagement des leaders, et dans leader, on met influenceurs, on met politique aussi. Ce genre de crise est vraiment le moment où ils sont très scrutés et ils ont aussi la possibilité de pouvoir réussir à influencer dans le sens assez premier hein, du terme d'influenceur, mais cette notion de pouvoir réussir à embarquer les foules et à les engager sur des sujets importants. Donc là, c'était l'occasion de parler de plusieurs exemples. On a le Captain Ton qui est pour moi un de mes préférés parce que c'est une personnalité avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui finalement un petit peu voulait se lancer un challenge pour ses 100 ans, de pouvoir faire 100 allers-retours dans son jardin avec son déambulateur. Et donc c'est tombé au moment de la crise du Covid et il s'est dit, allez, moi je vais essayer de récolter des dons à mon petit niveau tout simplement. Et en fait, les médias s'en sont pareils, les influenceurs aussi. Et on a notre Captain Tom qui a réussi à faire ses 100 longueurs dans son jardin et tu as quand même réussi aussi à récupérer plus de 20 millions d'euros. Assez incroyable et c'est vraiment les belles histoires qu'on peut avoir sur Internet avec voilà, des personnes qui sont assez anonymes et qui réussissent à pouvoir prendre énormément d'énergie et faire bouger les masses pour récolter les dons pour celles et ceux qui en avaient besoin. Un autre exemple, c'est Lady Gaga qui reste toujours une chanteuse très très engagée sur pas mal de sujets. Et donc là, vous avez deux exemples. Le premier à gauche, c'était un tweet où elle interpellait carrément Emmanuel Macron en lui disant l'année dernière, vous étiez vraiment super engagé dans la lutte contre le VIH. Aujourd'hui, je vous demande d'aller encore plus loin sur la partie Covid. On a vraiment besoin de vous, en interpellant également l'ONU. Et puis à droite, c'est carrément le concert qu'elle a organisé avec énormément d'artistes et qui a quand même réussi à pouvoir récolter beaucoup d'argent. C'était le concert Toutes les heures at home, totalement live, totalement à distance. Donc Lady Gaga très engagée aussi pour réussir à non seulement récolter de l'argent, mais aussi sensibiliser sur les mesures barrières et tout ce qu'il fallait mettre en place. Et en Italie, une influenceuse plutôt connue sur voilà, sa beauté, son aspect vestimentaire, etc., donc sur l'aspect mode, eh bien, elle était particulièrement touchée par ce qui s'est passé en Italie. Et donc, elle a quand même réussi à récolter plus de 200 000 dons et plus de 4 millions d'euros très rapidement, en 72 heures, je crois, en mobilisant sa communauté pour réussir à dire on a besoin de vous pour que les hôpitaux italiens puissent avoir de l'argent pour s'organiser par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc voilà, c'est pas souvent c'est le stéréotype de dire on a des influenceuses sur Instagram ou influenceurs qui mettent plus en avant leur corps plutôt que leur cerveau. Et là, c'était la possibilité de montrer que c'était aussi pour le bien. Et donc c'est un bon exemple sur ce côté-là. Et puis en politique, ça me semblait aussi intéressant de faire un focus avec un Donald Trump très très clivant, avec des prises de parole qui mettent en porte-à-faux, voilà, que ce soit l'OMS, où ils ont décidé carrément les États-Unis de retirer leur financement. Ils utilisent énormément Twitter, comme vous le voyez sur l'exemple de cette vidéo, on est quand même à plus de 5 millions de vidéos vues sur une des vidéos qu'il avait partagées, où il avait marqué justement que les médias avaient minimisé le risque de la pandémie depuis le début, donc des messages très forts. Et puis en France, on a Emmanuel Macron très très intégré dans la partie réseaux sociaux, avec une bonne stratégie social media, une présence justement multicanal. Là, c'est un exemple sur LinkedIn avec des visuels qui partagent régulièrement, des vidéos aussi. Et puis, vous avez deux autres exemples en Nouvelle-Zélande avec la première ministre qui est vraiment sortie renforcée par sa prise de position et par son aspect très empathique. Et puis, à contrario, en Angleterre, où on a un Boris Johnson qui lui-même a été touché par le Covid, hospitalisé, et qui qui fait face à des problématiques de positionnement par rapport au fait que les Britanniques auraient mis du temps à réagir. Donc, l'aspect politique est forcément très impacté et c'est fascinant de pouvoir voir sur les réseaux sociaux la façon dont ils prennent parole et dont ils s'exposent à leur tour. C'est ça, comme tu viens de l'évoquer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders d'opinion qui a pris part justement, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir montrer leur engagement et leur volonté de récolter des fonds ou vaincre le Covid. Mais il n'y a pas que eux, justement, qui étaient engagés, il y a aussi les marques. Quel était leur message, justement? Qu'est-ce qu'elles ont essayé de transparaître sur les réseaux, les marques, les différentes marques durant le confinement?
Alors les marques, pour le coup, elles ont été fortement impactées. Ça dépend de leur secteur d'activité, mais de façon très générale, impactées par tout ce qu'on a vécu par rapport au fait finalement de devoir se retrouver chez soi du jour au lendemain, de travailler à distance ou de ne plus travailler. Et ça a été une période forcément compliquée dans la prise de parole parce que le premier réflexe, ça a été déjà plutôt de débrancher les campagnes qui étaient en cours pour éviter de se retrouver à faire la promotion d'une activité ou d'un voyage à l'autre bout de la planète alors que plus personne ne pouvait espérer voyager à court terme en tout cas. Et puis il y a eu des marques qui ont été dans des cas très particuliers. Là, c'était le petit clin d'œil sur les marques qui montent au front, c'était le masque Easy Breast que vous mettez sur le front. On a un Decathlon qui a été interpellé par Decathlon Italie au départ en disant on a besoin de vos masques parce qu'on pense que ça peut permettre et de protéger les soignants et de permettre à celles et ceux qui ont besoin de mieux respirer quand ils sont hospitalisés. Le premier réflexe de Decathlon, ça a été de dire on va retirer de la vente les masques Easybress pour éviter que les gens se précipitent dessus et que du coup le personnel médical ne puisse pas avoir accès. Et après, ça a été effectivement de mettre à disposition ce matériel auprès des équipes soignantes en précisant un point important, c'est que ce masque a pour objectif de faire de la randonnée aquatique palmée, du snorkeling, et de façon très concrète, c'est pas un masque à destination médicale. Donc ça veut dire aussi dans leur positionnement, ils n'étaient pas là pour tirer l'opportunité que tout le monde parte du masque Decathlon, qui est déjà un masque avec une énorme notoriété, mais de bien dire, attention, nous on est humble sur le domaine, on peut aider et on veut aider, mais on ne peut pas être assigné finalement à une sorte de publicité gratuite sur le sujet. On reste des fabricants de matériel pour rendre le sport accessible à tous. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple de Decathlon qu'on trouve vraiment intéressant et par l'humilité et à notre sens par la façon vraiment adéquate qu'ils ont eu de pouvoir gérer ce moment où on parle d'eux mais de ne pas trop en profiter non plus. Et puis ça, c'est un un petit clin d'œil, c'est Denis Brognard qui avait tweeté au directeur de communication de Decathlon et qui avait dit voilà, qui va le ravir, parce qu'on avait une personne qui simplement portait le masque dans les rues d'une ville de France, et ça semblait totalement inapproprié début mars, et finalement, un mois après, on avait des hôpitaux qui récupéraient le masque pour l'utiliser. De là à dire qu'il était précurseur, c'était un grand écart, mais en tout cas, c'était le petit clin d'œil et toute la magie des réseaux sociaux de pouvoir retrouver ce type de contenu. Il y a eu plein d'autres exemples, hein. Il y a eu Accor également qui s'est engagé fortement en mettant à disposition des chambres d'hôtel. Il y a eu Blabla Help aussi, donc Blablacar, ils ont décidé de créer une application en quelques jours pour réussir à mettre en relation les personnes qui voulaient donner un coup de main à des personnes âgées, des personnes vulnérables pour aller chercher leurs courses ou à la pharmacie, et puis d'autres personnes qui, elles, en avaient besoin. Donc une mise en relation, un peu comme Blablacar avec le covoiturage. Mais là, ils ont sorti cette application directement pour aider les gens. Et puis une dernière, peut-être un peu plus légère, on va dire, c'est Pornhub qui sont très très forts pour rebondir sur tout ce qui touche à l'actualité, donc le newsjacking. Et eux, ils se sont dit, bon allez, ok, les Français sont confinés, donc les Français doivent rester chez eux, donc on vous offre un abonnement premium pour l'accès à notre site pornographique. Ils avaient commencé avec l'Italie quand ils étaient en confinement avant nous, c'est le genre de campagne de communication qui marche toujours bien, et là, qui était intéressante à pouvoir partager pour vous dire qu'on peut être un peu opportuniste et ça peut passer. Est-ce que justement tu aurais des belles campagnes de com qu'on aurait pu voir, qui auraient pu être créées durant le confinement par des marques justement? Alors oui, on a fait l'exercice justement de pouvoir identifier certaines campagnes qu'on considère comme belles. Alors c'est subjectif, mais en tout cas, on voulait quand même vous les partager ici. Une que vous avez sûrement dû voir passer, c'était Burger King. Burger King, ils ont dit, OK, nous, on peut plus voilà, accueillir du monde tout simplement pour consommer nos burgers, mais du coup, on va vous proposer, en attendant l'original, le Whopper de la quarantaine. Donc le Whopper, c'est leur burger fétiche. Et donc là, ils mettaient du pain de Harris, du ketchup Heinz, des steaks hachés Charal, etc. Et après, ils sont allés encore plus loin. Ils ont proposé de pouvoir se les faire livrer avec Carrefour et Uber Eats, donc un bon coup de com' qui fait que quand ils ont réouvert leur magasin, déjà, effectivement, on avait parlé d'eux pendant cette période de confinement. Et là, ils ont sorti un tout nouveau packaging avec marqué ça va être compliqué de rester à 1 mètre de moi quand finalement il y a le burger marqué dessus. Ils sont toujours très bons avec leur agence de com Buzzman. Et voilà, c'était l'exemple Burger King. Un autre exemple de campagne
C'était Skoda avec pareil, le même objectif, c'était de se dire, bon, on est coincé chez soi, on peut pas forcément essayer de véhicule, mais comment est-ce que je donne envie de pouvoir mettre en avant ma gamme de véhicules? Eh bien, ils ont fait ce côté un petit peu retour en enfance. Vous le voyez sur la vignette en bas à gauche avec le père de famille qui s'amuse avec la voiture. Je vous invite à aller découvrir cette publicité qui est assez incroyable parce qu'ils ont réussi finalement à mettre en perspective leur voiture crossover dans plein de situations différentes d'Angleterre, etc. Et c'est plutôt très bien fait pour le coup. Voilà pour Skoda. On a Chipotle, la marque de restauration mexicaine, qui, elle, a décidé tout simplement de pouvoir organiser des apéros Zoom avec des célébrités aux États-Unis et de se dire, allez, on vous fait livrer votre Chipotle, vous le mangez avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément, tout le monde se découvre et en plus, vous pouvez avoir des guests à l'intérieur. Ça, c'était un bon coup de com' pour se dire, c'est pas parce qu'on peut pas aller manger Chipotle dans un point de vente, qu'on peut pas le consommer chez soi et avoir de l'expérientiel assez incroyable. Et puis un autre exemple, c'est le 10 Downing Street, donc c'est le gouvernement britannique qui a décidé de faire un branded content avec Lego, avec pour objectif de réussir à mettre en avant les gestes barrières. Donc là, vous avez un film que vous pouvez retrouver sur YouTube, assez incroyable, où vous avez donc Big Ben qui commence, une allocution, et puis après la logique du Be a Hero, et parlez à vos grands-parents en visio, lavez-vous les mains pendant 20 secondes, restez à 2 mètres l'un de l'autre, soutenez le personnel médical. Et c'est une vidéo qui est assez incroyable, on dirait vraiment comme un petit film réalisé spécialement pour l'occasion. Et du coup, voilà, à l'inverse, quelles marques ont créé des bad buzz, malheureusement, qui ont fait une communication pas très adéquate, ou du moins qui n'était pas très très bonne? Comme je le disais juste avant, compliqué de juger positivement ou négativement parce que effectivement, période très compliquée où ne pas prendre la parole peut être considéré comme une mauvaise opportunité et prendre la parole trop vite peut justement générer des situations compliquées. Nous, on a identifié effectivement une des problématiques, c'était que voilà, ce que disait Warren Buffett en termes de grands entrepreneurs et milliardaires américains, c'est de dire 20 ans pour construire une réputation et uniquement 5 minutes pour la détruire. Sur les réseaux sociaux, ça peut encore aller plus vite. Il y a eu Paulette, un fabricant et un vendeur de lunettes, qui s'est fait avoir au tout début en proposant 2 masques sanitaires offerts pour chaque commande. C'était la période où c'était très compliqué de pouvoir trouver des masques. Voilà, c'est compliqué parce que là-dessus, il y a la volonté de dire, nous, on a des masques, on a du stock, on veut vous les mettre à disposition en échange finalement d'un achat. C'est compliqué parce que ça donne l'impression qu'en fait, on fait de l'argent sur le fait d'avoir accès à des masques au moment où le personnel médical n'en avait pas. Donc, rétropédalage de la part de la marque. Ils ont offert des masques aux hôpitaux. Ils ont aussi donné de l'argent à une association qui gère les sans domicile fixe, qui était fortement touché aussi pendant le confinement. Donc voilà, c'est un exemple. C'est maladroit. Et il y a eu quand même un bon rétropédalage de la part du fondateur de l'entreprise, mais c'est compliqué parce que ça prend très rapidement des proportions importantes. Il y a eu BFM aussi qui a pris la parole. Alors là, c'était un des journalistes qui tout simplement n'avait pas son micro coupé pendant la minute de silence en Chine en hommage aux victimes du coronavirus. Et voilà, un dérapage où il dit on enterre des Pokémon. Alors, en plus, quand on sait que les Pokémon sont japonais, c'est encore plus confusant. Mais globalement, ça reste le genre de situation assez technique pour le coup. Nous, pour vous partager une anecdote, côté TF1, on s'est retrouvé une journée en top tweet avec un boycott TF1, tout simplement parce que Canal+ avait décidé de laisser accès en clair ces chaînes au tout début du confinement, mesure très populaire forcément pour les personnes qui n'étaient pas abonnées à Canal, beaucoup moins populaire pour les chaînes hertziennes, tout simplement parce que si vous avez je dis par exemple le dernier Fast and Furious qui va être diffusé sur Canal+, encrypté, il le sera peut-être 1 an ou 2 ans après diffusé sur TF1 ou sur M6. Et le problème, c'est que si vous l'avez diffusé en clair, tout le monde, ou presque, va l'avoir vu sur Canal en clair, il y aura plus grand monde qui va le voir 1 an ou 2 ans après. Donc c'est légal, hein, c'est pour ça que Canal+ a été obligé de recrypter sa chaîne, c'est parce que c'est un engagement entre la télévision claire et la télévision cryptée, mais tout ça pour vous dire que sur une prise de parole qui peut être légale, on peut se retrouver avec des centaines, voire des dizaines de milliers de tweets qui vont justement rebondir sur cette actualité et vous partez très rapidement dans un bad buzz. Et puis on voulait aussi parler d'Amazon parce que Amazon c'est forcément intéressant. Il y a une vraie dichotomie. Il y a énormément de personnes qui ont beaucoup utilisé les fonctionnalités d'Amazon pour se faire livrer pendant le confinement.
Et il y en a beaucoup aussi qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire attention, c'est pas une entreprise qui respecte l'aspect sanitaire, etc. Donc il y a une vraie dichotomie entre celles et ceux qui continuent d'utiliser les services et ceux qui crient un petit peu au scandale. En tout cas, d'une façon générale, les GAFAM, donc on a du Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, sont logiquement sortis renforcés financièrement du confinement parce qu'on a encore plus utilisé leurs fonctionnalités pendant toute cette période. Et un petit dernier, forcément vous en avez entendu parler, c'est Corona. C'est la bière mal nommée pour le coup dans le contexte actuel. Et eux, c'est très compliqué parce que c'est pas un mauvais positionnement ou quoi que ce soit, c'est un mauvais timing avec un mauvais naming, surtout le naming du coronavirus, qui fait qu'ils ont vu leur vente chuter de façon drastique. Même si on a eu nos amis belges qui ont fait une petite campagne de com bien trouvée, c'était dans un bar où ils offraient 2 Corona achetés, une mort subite offerte. C'est de mauvais goût, mais ça a au moins permis d'avoir une petite prise de parole sur le sujet. Donc Corona, un naming compliqué à porter en ce moment. C'est vrai que cette bière au nom de Corona a fait pas mal parler ces derniers temps. Justement, comme tu dis, c'était pas forcément le bon naming et le bon timing pour sa sortie. Donc là, ouais, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, on a parlé de l'émergence de nouvelles tendances, l'engagement des leaders d'opinion, également les bons et mauvais coups de com'. Maintenant, on va plus parler des médias. Qu'en est-il? Comment les médias ont réussi à gérer cette période-là? Comment ils se sont adaptés à cette période? Alors, un point qui a été important, c'est que toutes les organisations, ceux derrière les médias, vous avez des salariés, vous avez des organisations et des entreprises, ils ont été un petit peu soumis à la même problématique que chacun et chacune, donc c'est se réorganiser. Moi, côté TF1, par exemple, TF1 a vraiment eu la priorité de mettre ses salariés à l'abri du coronavirus. Donc, ça voulait dire travailler en télétravail, s'organiser à distance, etc. Et donc, on a subi à peu près le même point, les médias. C'est-à-dire qu'on a eu énormément d'audience pendant cette période-là et beaucoup, beaucoup moins d'annonceurs qui sont tout simplement des marques qui ont décidé de couper leur campagne, je disais juste avant, pour simplement savoir quoi faire et réussir à avoir le discours le plus adéquat. Donc là, on vous a mis un petit panel d'exemples de médias qui ont pris la parole pendant le confinement. La liste est absolument pas exhaustive parce qu'il y en a énormément, mais il y a un Combini News qui effectivement faisait des interviews, soit de personnel médical ou soit ici de personnes du gouvernement. Brut, qui prenait beaucoup de contenu. TF1, nous, on a eu pour objectif de pouvoir avoir et du partage de contenu en disant effectivement, voilà, mettez votre grand-mère à Skype ou Zoom ou Messenger, ou je peux pas, j'ai Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta a été un énorme carton d'audience pendant le confinement. On est revenu à des chiffres en termes d'audience qui n'existaient pas il y a plusieurs années, donc énormément de monde. On a eu également un podcast qui déconfinait l'information. On a eu du replay de live et donc des lives interactifs avec Marmiton pendant le confinement. Il y a M6 aussi qui a fait son live avec Cyril Lignac, Arthur avec Show Must Go On, des contenus du JT de TF1 qui mettaient en avant finalement plein de choses qu'on faisait et plein de choses que les Français faisaient pendant le confinement. Donc voilà, très très riche en termes de contenu et surtout une organisation qui a dû totalement se réadapter et des interviews qui pouvaient se faire totalement à distance sans envoyer des équipes sur le terrain, mais juste en utilisant son smartphone. Ok. Maintenant que cette période de confinement est derrière nous, du moins qu'elle paraît assez loin maintenant, on a repris tous nos habitudes, etc. Quel sera justement, selon toi, le social media post-Covid? Quel sera-t-il? Est-ce que cette période de confinement justement aura changé des habitudes dans ce domaine-là, de la communication, social media? Comment tu vois cette évolution-là? La partie vraiment en termes de projection, elle est toujours délicate, tout simplement parce que comme vous le voyez, ça change très rapidement. Moi, mon intime conviction, c'est que tout ce qu'on vient de vivre et tout ce qu'on va vivre dans les mois et dans les années qui viennent, parce qu'on ne sait pas, on va devoir apprendre déjà à vivre avec le Covid et s'adapter, mais je pense que tout ça a été un incroyable accélérateur en termes d'usage.
À mon sens, il y a pas d'utilisation qui a démarré du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup d'accélération de tendance, de challenge, de temps passé sur les plateformes. Et ça va continuer à s'accélérer. Je pense pas que ça diminue. Les gens ont repris l'habitude effectivement d'utiliser des outils, de s'informer sur des produits, des services ou tout simplement de l'information. Et ça, pour moi, ça va vraiment être un point qui va rester pour nous au quotidien, un point important. Et puis, ça a été sans précédent. Alors, pourquoi sans précédent? Là, c'est une étude de We Are Social avec au-dessus qui est assez incroyable, qui est très détaillée. Et donc là, vous voyez, en page 133, ils disent quand même que le terme sans précédent a tellement été utilisé par les médias, par les journalistes, sur les réseaux sociaux, qu'il a tenu un pic de recherche sur Google pour savoir ce que ça voulait vraiment dire. Donc c'est pour vous dire que cet aspect sans précédent fait qu'on navigue totalement à vue, ça évolue très rapidement, mais en tout cas il y a beaucoup de contenus qui sont partagés en Dark Social. Alors le Dark Social c'est ici représenté par cette slide sur le pouce vert tel qu'on l'appelle nous, mais c'est le ratio entre les réactions partagées en privé et les réactions qui elles sont partagées en public. Et là-dessus c'est tout simplement de se poser la question il y a quelques années. Moi, j'ai une anecdote sur le sujet. Il y a 11 ans, j'avais un ami qui m'avait envoyé un message sur mon mur pour dire trop cool, cet après-midi, on va faire du vélo. Aujourd'hui, on se dit, quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit, c'est pas du tout un message qu'on enverrait sur un mur ou en public à l'heure actuelle. On l'enverrait sur WhatsApp, on l'enverrait sur Instagram en direct, sur Snapchat, etc. Mais très concrètement, c'est parce que nos usages ont évolué. Maintenant, on a plus envie de garder ça un petit peu privé. Avant, on faisait pas très bien la différence. Donc, il y a énormément de contenu qui se partage en dark social, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Snapchat, etc., sur Telegram. Et donc, ce contenu-là, finalement, on ne le voit pas. Donc, c'est compliqué pour des marques et pour des médias de réussir à pouvoir un petit peu identifier ce que ça représente. Mais en tout cas, il y a une étude qui était sortie qui montrait qu'il y a 63% des internautes qui préféraient partager du contenu en dark social. Et on peut imaginer, on espère avoir des études sur le sujet, que ça a été encore plus important pendant ce confinement. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des milliards de données qui ont été échangées. Vous pouvez le voir, hein, entre le moment où vous rentrez dans une réunion et le moment où vous ressortez de la réunion, vous pouvez lancer n'importe quel réseau social, vous allez voir que votre feed se sera déroulé et que si vous ne le consultez pas pendant un jour, vous n'aurez jamais la possibilité de pouvoir rattraper tout le contenu que vous avez perdu. Et bien, toutes ces données-là, nous, il va forcément avoir besoin de les analyser, mais surtout, et ça c'est le plus important, c'est de prendre du temps et du recul pour les analyser et de se dire qu'effectivement, est-ce que ça aurait été juste un pic de fréquentation ou au contraire plutôt une marche de laquelle on ne descendra pas et sur laquelle on va capitaliser pour encore plus consommer les plateformes sociales. Et finalement, il y a une théorie qui commence à émerger, c'est du social media ou méta-social. Et qu'est-ce que c'est que le méta-social? C'est de se dire tout simplement qu'avant, on avait des réseaux sociaux qui étaient bien identifiés, par exemple un Facebook, et on faisait uniquement donc, du réseau social sur Facebook. Maintenant, le groupe Facebook a racheté euh, WhatsApp, a racheté Instagram, a développé Messenger, a racheté Oculus, et vous vous rendez compte que vous pouvez passer d'une plateforme à l'autre de façon très rapide, et des fois vous utilisez plusieurs plateformes en même temps, et c'est assez incroyable de se dire que finalement tout ça va peut-être un peu se mélanger, et que je vais pouvoir utiliser plusieurs réseaux à l'intérieur d'un seul réseau. Il y a Snapchat qui vient de déclarer lors de sa conférence qu'ils ouvraient leur API avec donc des développeurs qui pourront carrément mettre des applications à l'intérieur de Snapchat. Donc vous lancerez votre app Snapchat avec laquelle vous ferez de la réalité augmentée, etc., du messaging avec vos amis, et puis vous allez carrément jouer à des jeux ou des applications à l'intérieur. Donc finalement, les pistes se brouillent et tout devient métasocial. En tout cas, c'est la théorie qui commence à émerger, et j'ai plutôt en tout cas le sentiment que c'est quelque chose sur lequel on va tendre. Et puis finalement, pour conclure, j'ai une question, et je pense qu'elle va s'imposer un petit peu à notre société, c'est est-ce que ce fameux Covid nous aura rendu plus accro, encore plus accro aux réseaux sociaux? Et c'est à vous de voter et de nous dire effectivement si c'est plutôt oui ou si c'est plutôt non. D'ailleurs, en parlant de questions, il y a une question qui a été posée, donc je te la pose également du coup. Est-ce que la cible TikTok a évolué, selon toi? Alors, la cible TikTok a évolué pour le coup. On a échangé avec les équipes de TikTok en France qui nous précisent que
ils ont pris de l'audience pendant la période de confinement, qu'ils ont aussi vieilli leur audience. Alors, elle est toujours très fortement jeune hein, pour le coup, mais ils ont des personnes plus âgées qui sont tout simplement inscrits à l'application, alors qu'ils l'ont consommé, qui n'ont pas forcément utilisé pour faire des vidéos, mais effectivement, il y a eu un entre guillemets vieillissement. Il y a eu plus de personnes un peu plus âgées qui sont inscrites. Sur Facebook aussi, c'est assez intéressant, parce que sur Facebook, il y a eu des personnes aussi plus vieilles, entre guillemets, hein, en termes de cœur de cible. Et donc, la télévision, à contrario, a renforcé sa visibilité sur un cœur de cible plus jeune pendant pendant le confinement. Donc, il y a eu effectivement un peu un chassé-croisé entre les réseaux sociaux qui ont pris une cible un peu plus âgée, tout simplement parce que quand vous avez des enfants qui partagent des vidéos à leurs parents avec le logo TikTok et qui disent connecte-toi dessus, tu vas pouvoir voir mes vidéos, etc. Bah, du coup, c'est mécanique, hein, ça permet de réunir un peu plus de monde. Donc, pour répondre à cette question, oui, ça a été une opportunité pour les réseaux sociaux, dont TikTok, de réussir à élargir leur cible. D'accord, très bien. Et au niveau de la question, la dernière question que tu as posée de ta présentation, est-ce que toi, tu as un avis sur cette question? Est-ce que tu as un point de vue? Alors oui, moi, mon point de vue, c'est oui, clairement. Je considère que cette situation fait qu'on utilise des outils, que ce soit Microsoft Teams, Google Meet, qu'on utilisait de façon épisodique avant. Maintenant, c'est devenu vraiment la norme pour le coup. Donc oui, je pense vraiment que ça nous a rendu plus accro en termes de temps et en termes voilà, d'énergie à passer aux réseaux sociaux. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est plus l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, c'est mon avis. D'accord, très bien. Eh bien, ce webinaire touche à sa fin. Je ne vois pas d'autres questions qui ne sont publiées. Si, peut-être une. Alors, si, j'ai une autre question. Alors, que pensez-vous de la place qu'a pris la culture, audiovisuel, spectacle vivant, art plastique, dans les réseaux sociaux pendant cette période? Alors, la culture en général, ça reste effectivement, c'est un point très large. Et effectivement, la très bonne nouvelle, c'est que on a pu avoir accès à des musées, par exemple, qu'on pouvait découvrir tout simplement en vidéo, en 3D ou en réalité augmentée. Le Louvre, par exemple, a fait un carton en termes d'audience. Il y a eu aussi pas mal d'autres éléments dans la question, on parlait d'art plastique, du do it yourself, qui était déjà une vraie tendance, mais qui a totalement explosé, notamment en termes de recherche sur Pinterest, pour se dire, OK, j'aimerais bien réussir à faire du homemade, que ça soit un repas, ou que ça soit tout simplement de pouvoir faire des arts plastiques avec mes enfants pour les occuper, etc. Donc tout ce qui a touché à l'aspect culturel en général, ça a été plus de temps pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir lire, pour pouvoir regarder des films, pouvoir consommer Netflix, mais il n'y a pas que Netflix sur l'aspect évidemment culturel, pouvoir écouter de la musique, etc. Donc oui, à mon sens, la culture a été un des secteurs qui, pour le coup, a été porté en termes de consommation chez soi, versus, et c'est un paradoxe, le cinéma qui a totalement été débranché pendant cette période de confinement. Ok, très bien. Je pense qu'on va terminer sur cette question. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui se publient. Écoutez, voilà, je voulais vous remercier et surtout, je voulais te remercier, Olivier, de nous avoir permis d'échanger avec toi aujourd'hui et de nous avoir partagé tes connaissances. Merci à vous d'avoir été présent durant ce webinaire. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le compte YouTube de BSB. Également, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore LinkedIn, pour avoir toutes les informations de l'école et toutes les informations sur les futurs webinaires qui arriveront peut-être prochainement. Voilà. Merci Thomas. Je crois qu'on a une dernière petite question qui est tombée dans la box. Ah oui. C'était, pensez-vous que les habitudes prises pendant le confinement vont perdurer? Alors, j'ai vu passer une publication sur le Gorafi qui était très drôle aujourd'hui, qui disait que les runners du confinement avaient hâte qu'il y ait un nouveau confinement pour reprendre la course à pied. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été moquées en disant
tu fais jamais de footing le reste de l'année et là, comme de par hasard, pendant le confinement, tu es le premier à chausser tes chaussures. Donc, la partie pratique, il y a des choses qui sont tombées à partir du moment où le confinement a été levé, comme par exemple peut-être faire des cours de sport en ligne, etc. Fabriquer des choses, on en parlait, la food ou do it yourself. Mais en termes d'utilisation et en termes d'habitude, déjà sur les outils, j'en parlais, il y a eu beaucoup de choses qui sont plutôt restées logiques dans l'utilisation. C'est-à-dire que nous, à titre personnel, quand on fait un rendez-vous, que ce soit avec une agence, avec un annonceur, ou même entre nous, on utilise toujours maintenant Teams pour le faire. Donc la visio est vraiment rentrée dans la norme pour les réunions et sans se poser la question de savoir si la personne est présente physiquement ou pas. Et puis après, dans l'utilisation des réseaux sociaux, à titre personnel, je suis mal placé parce que je les utilisais énormément avant, parce que c'est mon cœur de métier. Mais en tout cas, on voit qu'en termes de fréquentation et en termes d'utilisation, ça ne redescend pas en termes d'utilisateurs. Et en termes de temps passé, il va nous falloir quelques mois pour pouvoir l'analyser. Mais il semble assez sûr, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la métaphore de la marche, qu'on n'est pas sur une bulle qui a explosé et vraiment une redescente de temps de consommation, mais plus sur une marche qui a été passé parce qu'on a aussi des applications qui sont faites pour vous passer du temps dessus. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Vous avez déjà fait l'expérience, vous lancez Facebook, Instagram, Twitter, vous lancez juste pour regarder ce qui se passe et un quart d'heure après, vous vous dites, mince, je suis passé, j'ai regardé tel contenu, etc. Et finalement, j'ai pas vu le temps passer. C'est volontaire, c'est vous offrir les meilleurs contenus pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible et vous exposer un maximum à de la publicité. Voilà, donc là-dessus, à mon sens, ça nous a rendu forcément encore plus accro. Et pour répondre à la question, je pense qu'il y a énormément d'habitudes qu'on va garder après toute cette période. Ok, très bien. Merci Olivier pour tes réponses. Là, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions, pardon. Non. Et on peut conclure du coup. C'est ça. Bon, on va conclure ce webinaire. Merci à toi Olivier, encore une fois, d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir partagé cette interview. Donc, comme j'ai dit, vous allez retrouver cette vidéo sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux de BSB. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas pour l'opportunité de pouvoir échanger avec vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt Olivier.